Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique. Il revient sur la semaine politique québécoise et canadienne avec 4 sujets. D'abord, manifestation sur la question du genre. Deuxièmement, réflexion sur l'amalgame en politique et dans le monde militant. Troisièmement, la bourde du président de la Chambre des communes. Et pour finir, un sondage léger qui montre que la CAQ chute au profit de Québec solidaire. Mais tout d'abord, Stéphane Thibodeau, ancien militant au Parti québécois, évoque la distinction opérée par le journaliste britannique David Goodhart entre ceux qui se réclament d'un somewhere et ceux qui se situent anywhere. À partir de ça, il s'interroge sur la résurgence de l'idée indépendantiste québécoise, tiraillée cependant entre ces deux clans, du quelque part et du n'importe où. Stéphane Thibodeau, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Trottier. Écoutez, donc je parle à un ancien militant du Parti québécois, donc l'idée d'indépendance vous a beaucoup travaillé, elle vous travaille très certainement. Avant d'aborder cette question donc de l'indépendance québécoise qui semble renaître un petit peu à la faveur notamment de ce que fait, de ce que est Simon Pierre, comment il s'appelle, SPST. Le patron du... Voilà, Paul Saint-Pierre Plamondon. Avec tous ces noms composés, on se mêle. Donc, le patron du Parti québécois. Donc, avant d'aborder cette question-là, j'aimerais bien revenir à cette question des somewhere et anywhere. Beaucoup de sociologues évoquent cette dichotomie que l'on doit d'ailleurs à un David Goodhart. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est un journaliste britannique qui a écrit plusieurs essais sur la question. Son plus connu, c'est The Road to Somewhere, mais il y en a écrit d'autres. En français, il a écrit aussi Les deux clans, pour ceux qui voudraient lire, parce que le premier n'a pas été traduit en français encore, à ma connaissance. Oui. Donc, ce dont il parle, ce serait d'un nouveau clivage, finalement, qui se serait manifesté à partir des années 80, entre ce qu'on pourrait appeler les mondialistes et les nationalistes. Mm-hmm. Donc, le projet mondialiste, ça a été un petit peu l'effacement des nations. Donc, on voulait créer une espèce de grand marché commun au niveau mondial où les nations auraient de moins en moins de pouvoir, où les traités internationaux prendraient un petit peu le pas sur les décisions des nations pour favoriser le commerce. Donc, c'est un petit peu le projet. Et au départ, les classes populaires ont adhéré à ce discours-là, qu'on leur a servi sous couvert d'impératifs économiques indépassables. Il fallait aller dans cette direction-là. Et puis pardonnez-moi, mais on parlait aussi de mondialisation heureuse. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce dont j'allais parler d'ailleurs. Donc, de la mondialisation selon Benetton. On se souvient des publicités dans les années 90. Oui. Donc, on vendait ça. Mm-hmm. Donc, il y avait cette mondialisation. Et donc, l'idée de nationalité, de nationalisme, d'appartenance à un peuple ou à une nation, c'est quand même différent, battait de l'aile, c'était perçu comme ringard, perçu comme, à la limite, fascisant? Exactement. Exactement. Donc, on nous disait, c'était un discours de fermeture, il fallait s'ouvrir sur le monde, il fallait finalement ouvrir les frontières. Donc, ce discours-là était très présent dans le début des années 80, a commencé dans les années 90, c'était assez largement consensuel. Oui. Il y avait quelques voix dissidentes, qui faisait plutôt dans l'altermondialisme plutôt que dans l'opposition à la mondialisation telle qu'elle nous était vendue. Mm-hmm. Mais il n'y avait pas de résistance populaire dans les années 90, en tout cas. Il n'y avait pas de résistance intellectuelle non plus, j'imagine. Une résistance populaire, c'est bien, mais quand il n'y a pas de... comment dirais-je, d'intellectuel, de penseur public ou de quelqu'un qui met de la chair autour des sentiments, je veux dire, ça va pas très loin. Exactement. Donc, il n'y avait pas non plus d'école de pensée alternative. C'était plutôt... les opposants étaient plutôt dans le discours d'opposition à l'économisme. Mm-hmm. Donc, il y avait monsieur, j'oublie son nom malheureusement, mais
un intellectuel français très connu qui avait écrit J'accuse l'économisme triomphant dans les années 90. Oui. Donc, c'était vraiment ce qui était critiqué, c'était la montée de ce discours économiste-là, mais on ne contestait pas l'arrière-plan philosophique de l'ouverture des frontières et Donc ça, c'était assez largement consensuel, même chez les intellectuels qui critiquaient la mondialisation économique, du point de vue économique. Il faut peut-être dire aussi une chose, que l'Empire soviétique s'était effondré et il y avait la Pax Americana, je veux dire, c'était le nouvel ordre mondial qui s'installait avec la mondialisation. Il était difficile de s'opposer à ce rouleau compresseur idéologique et économique. Oui, exactement. Donc, ça nous était vendu aussi sous le couvert de la démocratisation. Voilà. Le discours qui était très, très, très présent à l'époque, c'était de nous dire que la libéralisation des échanges économiques allait libéraliser aussi les régimes politiques. Mm-hmm. Donc, on disait on présentait ça comme un grand mouvement de démocratisation du monde. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le mot commerce en français classique au XVIIe siècle voulait dire faire du commerce, comme acheter et vendre, mais aussi commerce voulait dire converser. Quelqu'un d'un commerce agréable, c'était quelqu'un dont la fréquentation était avantageuse. Donc, le commerce pouvait apporter les bonnes mœurs aussi. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement l'idée. C'était que finalement, on dit que la musique adoucit les mœurs, mais le commerce adoucit les mœurs. C'était un petit peu le discours dominant à l'époque, que ça allait mettre fin aux guerres, que ça allait mettre fin au régime autocratique. Et beaucoup de gens qui croyaient vraiment, c'était assez... il n'y avait pas vraiment d'opposition à ce discours-là à l'époque. Je comprends. Alors maintenant... Même à gauche, hein. Alors justement, il y a eu des ratés dans la mondialisation. La montée de la Chine a montré que la mondialisation pouvait être malheureuse ou du moins assez conflictuelle. Beaucoup de peuples, beaucoup de gens, enfin, pas dans l'élite nomade, si vous voulez, ou internationalisée, mais des gens enracinés ou sur place ou somewhere, quelque part, comme disait David Goodhart. Et on commençait à lever la tête, on dit attention, on a peut-être besoin de barrières, on a peut-être besoin d'un espace à nous. Oui, je pense que ça a commencé ce mouvement-là au début des années 2000. Oui. On l'a vu en Europe avec le traité constitutionnel européen qui a été rejeté par la majorité, qui a été réadopté par la bande avec le traité de Lisbonne. Mais c'était déjà une première manifestation d'une espèce de ressac face à ce discours-là, parce que le traité constitutionnel européen, c'était d'ouvrir vraiment, c'était de faire de l'Europe un espace politique unifié. Mm-hmm. Donc, déjà, quand on commençait à sentir des résistances populaires, des gens qui commençaient à dire « Oh là là, on va trop loin, c'est trop vite, c'est trop loin. » Et mais les élites... de l'époque ont décidé de faire fi de l'avis populaire et d'adopter finalement le traité par le traité de Lisbonne. Ça a été Stéphane aussi Thibodeau. La première manifestation. Pardon? Oui. Stéphane Thibodeau, finissez votre phrase. C'est ce que je voulais dire rapidement. C'était la première manifestation d'une espèce de dérive antidémocratique dont David Goodhart parle aussi. Mm-hmm. David Goodhart, dont on parle, qui est journaliste et économiste et écrivain britannique. Il a fait de très grandes universités, d'ailleurs. Il a fait Eton et ensuite York. Ce que vous me dites là une résurgence du sentiment populaire, ça concerne surtout l'Europe, non? On ne parle pas des autres régions du monde. Ça s'est manifesté plus tardivement ailleurs. Dans le monde anglo-saxon, le discours de la mondialisation heureuse est encore très, très, très présent. Oui. Mais de plus en plus bête son brèche, surtout avec les ratés du thatchérisme en Angleterre. D'ailleurs, c'est pas un hasard si David Goodhart est un Anglais. Donc, il a vécu ça, les dérives du thatchérisme. Et... la montée aussi d'une espèce de ressentiment populaire quand on s'est rendu compte dans les couches populaires que on appelle les chaves en Angleterre. C'est une espèce de terme péjoratif.
très, très, très péjoratif, un petit peu comme les beaufs en France ou les habitants au Québec. Donc, c'est chez ces gens-là, chez ces gens un petit peu méprisés, on commençait à se rendre compte que les promesses de la mondialisation heureuse n'étaient pas tenues. Au contraire, oui, on parle de la classe moyenne, on ne parle pas nécessairement des plus pauvres. Non, on parle surtout de la classe moyenne qui, elle, n'est plus dans les politiques publiques dans beaucoup de pays, et donc elle commence à rugir, à regimber. Venons-en au Québec, parce que le temps file un petit peu, Stéphane Thibodeau. Oui. Vous, comme ancien militant au Parti québécois, vous avez quand même pu prendre la température de ce qui s'est passé depuis 25 ans, si vous voulez. Il y a 2 référendums qui sont perdus en 80, en 95, ou gagnés selon le point de vue. Et l'idée du nationalisme devient provincial. Le Parti québécois sera le parti du bon gouvernement. Il faut d'abord faire ses preuves au point de vue économique et social. On verra pour la souveraineté populaire, etc. Comment maintenant analysez-vous la situation actuelle au Québec au point de vue politique? Ce qui est clair, c'est que le mouvement indépendantiste est un petit peu coupé de cette base des somewhere qui est assez largement majoritaire, qui explique d'ailleurs la victoire de la CAQ et sa popularité actuelle. C'est pas mal un parti qui est porté par le désir de réappropriation des Québécois, de réappropriation de leur identité. Alors qu'au PQ, on a eu peur un peu de ce discours-là identitaire. On se souvient de la fameuse déclaration de M. Parizeau, qui a eu un petit peu comme un épouvantail. Donc, on a peur de donner l'impression qu'on va dans ce sens-là, dans le sens d'un parti identitaire qui s'adresserait aux Québécois de souche. Donc, faut dire une chose, pardonnez-moi Stéphane Thibodeau, mais François Legault et la CAQ ont drôlement mis de l'eau dans leur vin. Je veux dire, nationalisme très mou, plutôt autonomiste. On reste dans le Canada. François Legault louvoie plutôt qu'il ne définit. Je veux dire, c'est un style politique, mais puisqu'on est dans ce clivage somewhere et anywhere, somewhere étant des gens de quelque part, d'une culture, d'une racine, et anywhere, c'est les nomades de la mondialisation heureuse, des élites financières, etc. Et j'ai l'impression que François Legault et la CAQ se situent vraiment entre les deux. On est somewhere, mais pas trop. On sera anywhere quand il le faudra. On le voit à vue et de façon très pragmatique. Effectivement, c'est vrai. Et la classe politique n'a pas encore pris la mesure de ce nouveau clivage-là. On est encore dans le vieux logiciel gauche-droite. Quoique ça se recoupe, en fait. Mais bon, ce serait un peu trop long à développer. Mais on est encore dans cette espèce de vieux logiciel-là ou indépendantiste ou fédéraliste ou autonomiste. Donc, je pense que la CAQ est un petit peu dans ces ambiguïtés-là. On n'a pas vraiment un discours résolument nationaliste, mais en même temps, on a quand même compris qu'il fallait donner des gages à la population, même si en réalité les actes ne suivent pas vraiment les paroles. Mais bon, on a compris quand même, on a quand même entendu cette espèce de désir-là dans la population d'affirmation. Est-ce qu'on dirait donc, est-ce qu'on revient vers le maître chez nous ou plus ou moins maître chez nous? Ben, je pense qu'effectivement, le maître chez nous est de retour. Malheureusement, il ne se traduit pas encore vraiment dans les discours politiques. Pour la CAQ, c'est évident. C'est un discours assez tiède. Au PQ, on est plutôt encore dans la logique du grand soir. Donc, c'est le grand soir indépendantiste, mais on n'a peut-être pas encore compris que pour arriver au grand soir, il fallait passer par la case maître chez nous, à mon avis. C'est un petit peu le retour d'une révolution tranquille 2.0. Si on se souvient que les appuis pendant la révolution tranquille à l'indépendance ont beaucoup progressé, je pense que c'était très lié à ce désir-là d'être maître chez nous. Donc, je pense que ce désir-là est en train de renaître chez les Québécois.
Si je vous comprends bien, Stéphane Thibaudot, donc il y a une base, je ne parle pas des militants, je parle d'un peuple, si vous voulez, les somewhere. Vraiment, on revient à cette dichotomie de David Goodhart, le Britannique, qui disait qu'il y a des gens qui sont somewhere, qui sont de quelque part, qui revendiquent une identité, une racine, des délimitations, des frontières, et les anywhere, ceux qui sont un peu n'importe où, qui sont bien partout et nulle part, et qui sont en général assez friqués, qui voyagent, et qui font... Bref, ce sont le nomadisme des élites. Si je vous comprends bien, il y a donc un peuple au Québec qui se réveille, ou une base en tout cas qui semble se réveiller et à qui il manque une voix politique. Est-ce que le Parti québécois pourrait être cette voix avec Paul Saint-Pierre Plamondon? Je l'ai eu cette fois-ci. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ce désir-là a été perçu au Parti québécois. C'est peut-être une fausse impression que j'ai. Mais de l'extérieur, parce que maintenant, je n'y suis plus, mon impression est que c'est pas encore intégré par les militants péquistes. À part quelques-uns, il y avait Frédéric Bastien qui était un petit peu dans cette mouvance-là. Absolument. Le regretté Frédéric Bastien. Mais règle générale... Pardon? Il est décédé dans la cinquantaine, je pense. Oui, donc on est vraiment dans des... une minorité de militants au PQ qui ont un petit peu compris qu'il fallait rompre avec un certain clientélisme, qui fait qu'on courtise les jeunes, qu'on tient un discours qui se rapproche beaucoup de celui de QS sur certains dossiers pour aller chercher les indépendantistes qui ont migré vers QS. Donc, je pense qu'on n'a pas tout à fait encore compris, on n'a pas encore pris conscience de ce renouveau-là du désir d'affirmation. Il y a une question aussi, Stéphane Thibaudot, une question douloureuse, c'est que le nationalisme québécois a été presque exclusivement le fait de, comme disaient les Anglos, des ethniques. C'est-à-dire que là, c'est la grosse majorité francophone ethnique. Dans la bouche fédéraliste, c'est une insulte, dire ethnique. Est-ce qu'on est conscient au Parti québécois ou chez beaucoup de nationalistes que d'abord démographiquement les deux souches font moins d'enfants, donc l'horloge il est minuit moins 5, et partant de ça, est-ce qu'on a conscience qu'on peut et on doit intégrer dans l'idée d'une nation des nouveaux venus? Absolument. C'est un peu le discours de Falardeau qui disait on ne veut pas savoir d'où vous venez, mais on veut savoir où vous allez. Oui, tout à fait. Donc on n'est pas dans un nationalisme ethnique au sens fermé du terme, espèce de... Entre-soi, oui. D'entre-soi, exactement. Donc, on est plutôt dans un discours qui veut... Bon, c'est un nationalisme culturel. Contrairement au multiculturalisme, ce qu'on essaie de promouvoir chez certains militants, ce qui est un peu aussi le discours de Fernand Dumont, le grand sociologue. Oui, et théologien. C'est qu'il faut... oui. Donc, ce qu'il faudrait, c'est un petit peu faire la promotion de cette espèce de culture commune. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'être né dans cette culture-là, mais on peut y adhérer, comme on peut aimer la culture française, ou on peut aimer la culture allemande, ou on peut s'identifier, on peut apprendre la langue, on peut faire sien l'héritage culturel et historique d'un pays, sans nécessairement y être né. Donc, il y en a beaucoup de cas. C'est pas de Québécois d'adoption et qui sont vus comme des Québécois comme par tout le monde. C'est vrai. Donc, on pense à des personnalités comme Boucard Diouf ou des gens comme ça qui sont très, très, très appréciés de la majorité des Québécois. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui diraient non, c'est pas un vrai Québécois celui-là. Donc, non, je pense pas qu'il y ait justement, on essaie tout le temps de nous ramener à une espèce de nationalisme dépassé qui serait celui de Lionel, mais même Lionel Groulx, lui le plaçait sous l'angle de l'Église catholique, mais bon, mais il y avait quand même une ouverture aussi, malgré tout.
Stéphane Thibodeau, on va devoir arrêter ici. C'est le temps de la publicité, Stéphane Thibodeau. Écoutez, merci infiniment pour ces propos donc sur cet indépendantisme québécois qui est tiraillé entre les somewhere, les enracinés, si vous voulez, et les anywhere, ceux qui sont déracinés, les nomades identitaires, les élites mondialisées, etc. C'est une question que j'aimerais retravailler avec vous dans une autre entrevue, si vous êtes d'accord. Ah, ben très bien. Je suis disponible et tout à vous. Alors, écoutez, on vous dit à bientôt, Stéphane.